merci. C'est ma première communication ici, hein, donc voilà. En stéréo, je me disais, voilà, ça fait 2 ans que je suis à l'académie, que c'était l'occasion de venir me présenter à vous et de vous proposer une communication. Alors moi, pour ma part, ce ne sera pas vraiment une transmission de savoir que je vous propose, mais plus un partage d'expérience et donc d'essayer de voir, de partir de ce que je fais depuis des années, c'est-à-dire des ateliers d'écriture à côté de mon travail d'écriture d'écrivain, et donc essayer de partager avec vous ce qui se passe dans ces ateliers-là et qu'est-ce qui pourrait amener un participant à l'atelier d'écriture à devenir un écrivain. Et ce qui m'a donné le point de départ où je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est quelque chose que je pourrais venir partager avec vous. C'est là, entre Noël et Nouvel An, je lisais Le Monde d'hier de Stefan Zweig, que j'avais encore jamais lu. Et donc, donc c'est un livre, évidemment, on sait que c'est un livre somme dont on parle beaucoup. Je ne l'avais jamais lu, je m'y suis confrontée. Effectivement, c'est très troublant parce que le manuscrit a été envoyé à son éditeur la veille de son suicide en Argentine, donc en février 42. Et il refait... Au Brésil, pardon. Ça commence bien. Au Brésil, en février 42. Et il raconte, il refait son parcours en fait depuis vraiment sa petite enfance jusqu'à son départ. D'abord, il va partir à Londres et puis il va partir effectivement au Brésil. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Argentine. Et ce qui m'a intéressé, c'était ces années viennoises, donc avant la Première Guerre déjà. Et donc il raconte à quel point Vienne, à ce moment-là, est un lieu de culture, un lieu vraiment à la pointe des arts, de la littérature, etc. Et il dit, dans notre classe, nous rêvions tous d'être écrivains. C'était vraiment, voilà, on se nourrissait tous de culture, on rêvait tous d'écrire, on avait tous notre carnet de poèmes ou notre journal à tenir. Et puis, il se demande combien d'entre nous sont devenus écrivains. Quel pourcentage entre ceux qui veulent écrire et ceux qui, au final, deviennent les auteurs d'un livre et d'une œuvre. Et donc, il revisite comme ça ces années-là. Évidemment, Zweig, on l'aime pas, n'est pas la question. À la fin, et quand on lit ce livre-là, c'est très émouvant parce qu'on voit comment il s'est aussi illusionné. Il a tellement cru en cette culture européenne, en cette idée que les idées, cette foi en la littérature, dans les arts, elle serait au-delà des conflits politiques, au point qu'il est même en Belgique, chez de Ragen, avant le déclenchement de la Première Guerre, sans même penser que ça peut poser un problème. Enfin voilà. Et donc il y avait cette question que se pose Zweig, c'est-à-dire on connaît tous, nous à 15-16 ans, ces rêves d'écriture, et qu'est-ce qui fait qu'on va passer de l'autre côté? Et est-ce qu'on va passer de l'autre côté parce qu'on va écrire un livre, ou est-ce qu'on va passer de l'autre côté parce qu'on a écrit une œuvre, ce qui est encore deux choses très différentes. Donc dans un premier temps, j'ai essayé de me poser la question, voilà, c'est quoi un potentiel écrivain en devenir et par où ça passe? Pourquoi est-ce que je me suis posé cette question-là? C'est parce qu'effectivement, depuis des années, depuis 2016, Jean-Luc, tu me posais la question, depuis 2016, je fais écrire des apprentis écrivains. Ça, c'était pas vraiment une demande de ma part. J'avais jamais moi-même été ni dans les formations de creative writing du type anglo-saxon, ni même dans des ateliers d'écriture comme on en trouve un peu partout. Et il se trouve qu'en même temps, alors je vais faire des petits passages par un livre qui vient de sortir, La Voix des Saules, parce que voilà, ça a été un moment, ce livre-là raconte des expériences que j'ai vécues en milieu psychiatrique où j'ai animé des ateliers d'écriture. Et donc, pour ce livre-là, pour un autre ouvrage que je prépare aussi sur l'idée de transmettre l'écriture, je me suis posé toute une série de questions. Et donc, on m'a proposé en même temps, en 2016, d'abord de rejoindre un master en texte et création littéraire à la Cambre. C'est un cycle diplômant sur 2 ans qui venait de se créer par quelqu'un qui entre-temps est devenu un ami, qui est Gilles Collard. Et donc, on me demandait d'animer l'atelier qui allait être le suivi des projets, d'abord sur 1 an et puis sur 2 ans. Et je me suis retrouvée en face de jeunes qui devaient être donc en master, donc qui devaient avoir plus ou moins, on peut parler
en français, en type France, en un bac plus 3, qui venaient de milieux qui n'étaient pas forcément des milieux littéraires stricto sensu, donc c'était le journalisme, c'était le cinéma, c'était le théâtre, c'était la photographie, c'était la performance, etc. Et on en a accompagné toute une série, une quinzaine d'étudiants par an, et au final, il y a des livres qui sont sortis chez Actes Sud, chez Grasset, chez Gallimard, chez Autrement, chez Maurice Nadeau, chez Noir sur Blanc, et encore plus récemment, chez Alia, il y a eu la version de Déborah Lévy, qui donc existe. Je peux lever le mystère, je la connais personnellement, et donc qui a reçu le prix de littérature et sciences de l'Académie. Et donc, je me suis demandé déjà une première fois dans ce cadre-là, qu'est-ce qui fait que sur ce panel d'étudiants chaque année, eh bien, il y en a qui vont avoir l'endurance, la ténacité, le talent, etc., pour publier des livres, et est-ce qu'ils les auraient publiés s'ils n'étaient pas passés par chez nous? Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de nous ou pas? À côté de ça, via Anne Carlier, une de nos consoeurs, j'ai eu la possibilité d'animer des ateliers d'écriture à la Sorbonne aussi. Plus évidemment, puisque vous savez que les écrivains, nous ne sommes pas universitaires comme certains d'entre vous, donc nous avons besoin de gagner notre vie de différentes manières, et donc j'ai depuis des années régulièrement été dans des lycées et des rencontres scolaires. Ça va, vous m'entendez? J'ai régulièrement été dans des lycées et faire des rencontres scolaires et faire aussi travailler des adolescents, avec toujours cette question au départ, est-ce que vous écrivez? Personne n'écrit, personne non. Et puis oui, mais enfin, est-ce que parfois vous tenez un journal? Ah oui, on tient un journal. Tiens, mais est-ce que vous composez des chansons? Ah oui, on écrit des textes de chansons. Et donc, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que l'écriture est bien plus présente que ce qu'ils en ont même conscience, avec cette idée de c'est quoi l'écriture noble et c'est quoi l'écriture plus banale. Et là aussi se pose pour moi cette question du pourcentage de Zweig. Chez tous ces jeunes-là et ces ados-là qui triturent cette matière d'écriture, lesquels vont passer de l'autre côté. Et alors oui, je finis vite le panel en même temps. Je n'ai pas un texte écrit, ce sont des notes comme ça que je partage avec vous. J'organise depuis quelques années des retraites d'écriture aussi dans le sud de la France avec mon compagnon, et là avec une ambition beaucoup plus affirmée et affichée de ne pas être dans une espèce d'écriture récréative, mais avec vraiment un questionnement sur la littérature. C'est d'accord, je veux écrire, mais qu'est-ce que ça veut dire d'écrire dans l'époque littéraire actuelle? Comment on n'écrit pas déconnecté du monde dans lequel on est et de l'environnement littéraire, de l'histoire littéraire. Donc ça, ce sont les choses que j'ai pratiquées. Et puis à côté de ça, et ça j'y reviendrai après, j'ai animé donc pendant 5 ans des ateliers d'écriture en milieu psychiatrique, ce qui a fait l'objet de ce livre La Voix des Saules, qui est entre le récit, parce qu'il part vraiment d'une expérience que j'ai vécue, et une retransformation de tous ces éléments-là pour faire texte. Donc voilà, donc j'ai devant moi, je n'ai pas des corpus d'universitaires, mais j'ai devant moi tout un panel d'apprentis écrivains avec lesquels j'ai travaillé dans des contextes différents et avec des ambitions différentes. Il est évident que des adolescents à qui on propose un atelier d'écriture n'ont pas les mêmes aspirations ni les mêmes exigences ou les mêmes ambitions, dans le sens noble du terme, que quelqu'un qui va décider de consacrer 2 ans de master ou une semaine dans le sud de la France. Ça veut dire prendre congé, payer un déplacement, payer les animateurs, etc. etc. Première remarque, c'est que j'étais persuadée que face à moi, tous ceux qui se mettraient autour de la table pour cette envie d'écrire seraient tous des grands familiers de la lecture. Et en fait, non. Donc ça, c'est la première chose que je peux remarquer et qui ne correspond pas évidemment à la description que fait Zweig dans le monde d'hier. C'est qu'on peut avoir des grandes envies ou même des grandes facilités à l'écriture, et ça ne veut pas pour autant dire qu'on est un grand lecteur. Ce que j'ai remarqué dans
les écoles et même à la Sorbonne, c'est que parfois il y a des références qui sont là et qui sont hyper classiques. Alors l'étranger de Camus, mais à toutes les sauces quand on demande ce qu'on a lu. Et donc il y a l'étranger de Camus, et puis après il y a, sans jugement de valeur, etc., mais voilà, on va dire Laurent Godet. Et entre les deux, il y a très peu de choses. Et donc ce qui est quand même étrange, parce que ils sont très contents de dire j'ai lu Flaubert, ou j'ai lu Balzac, ou j'ai lu Camus, mais c'est un petit peu curieux de se dire qu'on va entrer en littérature aujourd'hui en voulant faire un roman à la Balzac ou un roman à Camus, parce que justement ça devient complètement déconnecté de l'histoire littéraire, de cette réalité-là. Et il y a aussi... Je m'excuse, c'est parce qu'on n'entend pas. Ah, on n'entend pas. Ça va mieux comme ça? Bon, mais je recommence depuis le début alors. Oui, on entend très bien. D'accord. Et à côté de tout ça, il y a une autre littérature qui existe, et je la partage avec vous, je la mets comme ça sur la table, même si je ne sais pas trop, nous, les littéraires, quoi en faire, qui est cette littérature, cette paralittérature, fantasy, dark romance, littérature de gare, qui est énormément lue, même par les personnes les plus lettrées de ce qu'on imagine, puisque moi, à la Sorbonne, c'était un master de troisième licence de littérature. Je ne sais pas très bien comment tout ça fonctionne, mais enfin, ce sont des gens qui ont déjà un vrai background. Et je rentre de Paris. J'étais hier après-midi, j'étais signée au Festival du Livre à Paris. Écoutez, tous les auteurs ont regardé un peu le plafond, et il y avait des fils aussi derrière cette dark romance. Et là où c'est toujours étrange, c'est que ces personnes-là qui viennent en demande d'écriture ne viennent pas, en tout cas ils ne viennent pas chez nous, pour écrire de la dark romance, mais ils en lisent. Et donc c'est ça aussi qui est assez étrange, c'est cette idée de vouloir écrire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on a lu, et essayer finalement de nous proposer des titres littéraires du style l'étranger, mais qui ne correspondent pas non plus ni à ce qu'ils vont écrire, et personnellement je ne les encouragerais pas dans ce sens-là. Donc voilà, petite anecdote aussi, il m'est arrivé, j'utilise souvent Modiano dans les ateliers d'écriture, que je l'aime beaucoup comme écrivain. Je trouve qu'il est assez intéressant à appréhender en atelier d'écriture, et je me retrouve régulièrement face à des étudiants en lettres qui ne connaissent pas Modiano. Donc le chômage nous guette. Et alors après, j'arrête le portrait un peu tristoun de tout ça, insister quand même sur une orthographe très déficiente. Parfois, c'est jusqu'à le S à la deuxième personne qui est problématique. Le subjonctif n'existe plus. Et en même temps, travailler dans ce contexte-là me raccorde à toute une série de tournures de phrases, de mots, d'expressions jeunes auxquelles je ne serai absolument pas connectée autrement. Du trop à la place de trait, des rythmes d'écriture qui sont très proches du slam, des anglicismes, des mots de banlieue, etc. Donc voilà, moi je me mets en première ligne par rapport à ces jeunes-là sur le contenu finalement de leur imaginaire, leur champ lexicaux. Et à partir de là, moi, mon travail, c'est d'essayer de faire matière avec tout ça. Et quand je veux dire que je suis en première ligne pour toutes les thématiques actuelles du genre woke, écriture inclusive, féminisme, etc. Et là où ça coince le plus, c'est justement parce qu'il y a très peu de références sur lesquelles s'appuyer et très peu de profondeur de champ. Donc voilà, on est dans quelque chose de très immédiat. Voilà. Ceci dit, sachant ces données-là, c'est ça qui est intéressant aussi pour moi, c'est-à-dire comment dans le pourcentage de Zweig, comment les gens, les futurs auteurs d'aujourd'hui vont pouvoir quelque part attraper quelque chose de leur époque à eux et en faire littérature. Comment lequel arrivera à attraper, alors beaucoup s'y essayent, mais les réseaux sociaux, nos nouvelles technologies, les nouvelles langues, la rapidité, le
lequel arrivera, et alors là-dessus, je crois beaucoup à une conférence d'André Gide sur de la... Le titre m'échappe là, mais c'est du bon usage de l'influence ou quelque chose comme ça. C'est une conférence qu'il avait justement prononcée à Bruxelles, et où il disait en général, il n'y a pas un livre en une fois qui fait la différence, mais c'est une succession comme ça de tentatives et de personnes qui travaillent en même temps, et puis il y a une bascule, et puis il y a un livre repère comme peut être Céline avec Voyage au bout de la nuit, ou comme peut être, j'ai beaucoup écrit sur la Shoah, Daniel Mendelsohn avec Les Disparus. Voilà, il y a un livre, il y a toute une série d'essais, et puis un livre qui fait la différence. Alors, donc, si je reprends un petit peu le fil, donc là, vous avez un petit peu mon panel de travail, et donc cette idée qu'écrire ne signifie pas la même chose selon le public auquel on s'adresse. Donc, les attentes ne sont pas les mêmes, tout le monde ne vient pas chercher, la même chose. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de réfléchir à ceux qui viennent dans ces ateliers-là pour entrer en littérature, et je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là et de cette ambition-là, avec cette idée et cette envie de faire œuvre plus précisément. Et à côté de ça, je ferai un petit détour après par la voie des saules, et donc là, cette idée que l'écriture pourrait être thérapeutique, c'est une question que je me pose, qu'on peut poser, à laquelle évidemment je n'aurai pas une réponse définitive, mais en tout cas on peut commencer à essayer de réfléchir à des formes de réponse. Et dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on ait cette ambition d'entrer en littérature dans le sens le plus noble, le plus 19e français, ou qu'on soit dans une idée, une vision plus thérapeutique, dans les deux cas, le travail en atelier d'écriture est moins une transmission de savoir. Pensez bien que si j'avais ici le mode d'emploi ou la recette d'écriture, ce serait, vous lanceriez des tomates directement. Donc ce sera moins un mode d'emploi qu'une forme de maïeutique, c'est-à-dire essayer de faire accoucher la personne en face du texte dont il est porteur, que ce soit fictionnel ou pas fictionnel, mais le rapprocher de quelque chose qui réponde à une forme de nécessité. Parce que s'il y a une chose dont je suis convaincue, et je pense que tous les littéraires autour de moi, je crois, sont d'accord avec moi, c'est que s'il n'y a pas de nécessité, il y a d'autres passe-temps beaucoup plus faciles, gratifiants, socialement, pas rentable dans le sens vénal du terme, mais dans le sens voilà, moins solitaire, etc., etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la nécessité, et l'essentiel du travail en atelier d'écriture, c'est petit à petit de s'approcher de cet essentiel-là, à la fois au niveau du fond et à la fois au niveau de la forme, sachant que face à tous les publics, la plupart des gens s'aveuglent sur le texte qu'ils veulent écrire, c'est-à-dire qu'ils vont toujours avoir une sensation de dire voilà, moi je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, avec quelque chose de bien propre et de bien énonçable, et que la plupart du temps, en fait, c'est cette espèce d'aveu, de d'énoncé qui en cache un autre qui est bien plus essentiel. Et le travail, c'est la plure d'oignon. Moi, j'ai parfois des images assez banales, assez basiques, mais moi, c'est celle-là qui m'aide à me mettre au travail et à mettre les autres au travail. Je fais ça. Alors, dans un premier temps, pour l'ambition d'être un écrivain, celui qui va venir dans ce genre d'atelier-là, avec cette idée d'être un écrivain dans le sens où Zweig et ses condisciples avaient cette ambition-là et cette foi en la littérature. La première question qui se pose à moi et qui se pose à partir de cette pratique-là, c'est qu'est-ce qui fait l'écrivain? Est-ce qu'est un écrivain celui qui a quelque chose à dire, ou est-ce que est un écrivain celui qui a vécu quelque chose, ou est un écrivain celui qui a inventé une langue particulière, ou qui est porteur d'une émotion particulière? Je ne vais évidemment pas vous donner les réponses à tout ça, mais c'est des vraies questions. Moi qui est donc, je reviens à moi parce que je pense que je peux parler de ce que je connais et de ce que j'ai expérimenté moi-même en essayant moi-même de triturer la matière. Donc ayant
écrit beaucoup sur la Shoah, j'ai beaucoup lu Primo Levi, et c'est une question qui m'a beaucoup arrêtée. C'est est-ce que Primo Levi était écrivain et l'expérience des camps l'a amené à écrire, ou est-ce que sans les camps il serait toujours resté chimiste? La question, voilà, c'est vraiment de se dire finalement, Faulkner qui a commencé à écrire sur un bled des États-Unis que personne ne connaissait et dont il aurait pu rester dans l'indifférence complète jusqu'à la fin de sa vie, il en a fait quelque chose. Donc voilà, peut-être que quand on a cette aspiration à écrire, on transforme le plus banal en quelque chose, ou bien on arrive avec cette idée de je dois témoigner de. Et puis vient se mettre la question de la langue aussi. On a un sujet à raconter où on transforme quelque chose de banal pour qui n'est pas écrivain pour en faire un sujet. Avec quelle langue je vais la faire? Et est-ce que, les linguistes auront peut-être d'autres réponses, est-ce que chaque siècle a sa langue? Voilà, c'est toutes les questions. Et puis évidemment, la deuxième question, je serais très bête de ne pas me la poser, c'est que peuvent les ateliers d'écriture? Est-ce que l'écriture, ça s'enseigne? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des formules? Est-ce qu'on peut faire un découpage, la scène, le personnage, la temporalité, enfin je ne sais pas moi, le décor, les descriptions? Est-ce qu'on peut faire comme ça une espèce de classification? Ou est-ce qu'on est là simplement pour fournir un cadre d'écriture qui stimule et qui fait que, un côté un peu psychanalysant, qui fait qu'à l'intérieur d'eux, il faut forcément que quelque chose sorte, et quelles sont les méthodes? Alors évidemment, j'ai plusieurs types de réponses. La première réponse est que non, la méthode pour apprendre à écrire, en tout cas moi, je ne l'ai pas trouvée, ça c'est évident. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si l'écriture ne s'apprend pas, en tout cas elle peut se travailler. Et elle peut permettre de gagner du temps. Alors, ça ne me serait jamais venu à l'esprit, moi, de me mettre autour d'un atelier d'écriture et de partager mes essais avec d'autres personnes. Ce n'est pas mon tempérament, je n'aurais pas pu faire ça. Mais il se trouve que j'assiste à une forme de travail en collectif où des étudiants se mettent à tester des choses, vraiment comme un danseur devant une glace qui va essayer plein de mouvements différents, et petit à petit, au début c'est très léger, et puis on va chercher très ample, et puis on va dire non, ça c'est trop ample, et on va raccourcir, et donc vraiment toute une série d'expérimentations qu'ils font non pas eux avec eux-mêmes, mais qu'ils font eux avec le groupe, et donc ça crée un climat très particulier parce que c'est très intime l'écriture, à la fois avec une vraie écoute des uns et des autres. Le fait d'écouter nourrit son propre travail, d'abord parce que notre oreille se forme, parce que petit à petit on commence à sentir ce qui est juste pour soi et ce qui n'est pas juste pour soi, et on voit aussi par où l'autre passe, et de voir par où l'autre passe permet à chacun d'expérimenter des choses. Alors évidemment, la tradition française n'allait pas du tout dans ce sens-là. On a quand même tous été nourris avec un concept très romantique d'un écrivain qui est isolé et qui va se mettre sur une île déserte et qui va attendre que l'inspiration lui tombe dessus, avec une espèce d'alliance magique et mystérieuse entre les écrivains et les muses. Et alors pour ceux qui écrivent, on a tous rencontrer régulièrement des personnes qui nous disent « Ah, j'ai vraiment pas le temps, si j'avais 15 jours, j'irais partir en vacances et j'écrirais mon livre. » On est au courant que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il y avait cette idée au départ d'une vie de bohème avec l'art ne nourrit pas son homme, mais ce n'est pas important parce qu'il faut consacrer sa vie à l'art. Et même, et ça existe encore aujourd'hui, si un livre a du succès, il devient directement quelque part suspect. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il devient suspect. Et Jérôme Lindon des éditions de Minuit avait une expression qui disait « Les bonnes librairies sont des librairies qui vendent des livres qui ne se vendent pas ». Voilà. Et donc il y a ça.
Et donc, il faut forcément être du côté de l'inspiration, déconnectée de tout, etc. Et donc, si plus on est malheureux, plus on vit dans la misère, et plus on est rejeté, et plus on est censé être quelqu'un de génial. Et donc, on ne peut écrire qu'à coup de moments de grâce. Et donc, directement à ce moment-là, le labeur, les tentatives infructueuses, les brouillons qui s'empilent, les ratures qui percent la page, ça, c'est vraiment pour les besogneux, c'est bon pour les soutiers. Et ça, c'est pas ça le génie de l'écrivain. Alors que moi, depuis des années, je travaille exactement avec le contraire, c'est-à-dire avec toutes ces petites tentatives, tous ces essais, me disant que toutes ces choses-là, ce sont des diamants bruts, et petit à petit, à un moment donné, on trouve la chose avec laquelle ça peut se construire. Alors bon, c'est très très connu, mais je ne peux pas résister à vous citer la phrase de Paul Valéry, là, au sujet d'Adonis. Les dieux gracieusement nous donnent pour rien tel premier vers, mais c'est à nous de façonner le second vers qui doit consonner avec l'autre et ne pas être indigne de son aîné surnaturel. Ce n'est pas trop de toutes les ressources de l'expérience et de l'esprit pour le rendre comparable au vers qui fut un don. Donc voilà, donc cette idée de Beethoven aussi, 5% de génie, 95% de transpiration, et Picasso, au contraire, lui, très, très hableur, qui va dire « je ne cherche pas, je trouve ». Ce n'est pas vrai. On trouve une intuition, un point de départ. Ce qu'on trouve trop facilement est souvent moins intéressant que ce qu'on trouve en se cassant beaucoup la tête. Et puis à partir de là, effectivement, on cherche, on travaille et on construit. Des auteurs de début de romans, il y en a beaucoup. Là, le pourcentage de Zweig, il monte, il monte, il monte. Des personnes qui vont tenir la distance et aller au-delà de la première intuition, là, ça devient vraiment du travail. Et c'est là que, quelque part, les ateliers d'écriture peuvent essayer de faire gagner du temps. C'est-à-dire que, voilà, on se met effectivement dans un cadre de concentration, dans un cadre d'écoute. On est obligé, à un moment donné, de produire quelque chose. Donc, on se met en état de disponibilité. C'est ce que j'aime beaucoup aussi dans les ateliers qu'on fait sur une semaine dans le sud de la France. Je préfère de loin ça à je vais aller toutes les semaines, tous les jeudis soirs à mon atelier d'écriture quelque part. Parce qu'il y a vraiment cette idée à ce moment-là de disponibilité qui ne se met pas seulement au moment de cette semaine de travail, mais qui se met déjà presque au moment où on a réservé la semaine. Et donc en amont, il y a cette espèce d'ouverture de l'esprit à se dire je vais devoir être créatif. Alors évidemment, bon, la page blanche est un grand classique dans l'écriture, et c'est quelque chose que l'atelier peut complètement contourner. Moi, je travaille beaucoup avec l'idée d'histoire prétexte, parce que ce que je sais, c'est que l'écriture amène de l'écriture, comme n'importe quel muscle finalement, que plus on écrit, plus l'écriture arrive, et que donc c'est toujours très profitable de commencer à faire écrire avec toutes des consignes. Alors, en atelier de psychiatrie, je vais les inventer dans ma voiture un peu avant, en fonction de ce que je lis, mon état, mon truc. À la Cambre, c'est beaucoup plus construit, mais c'est toujours des prétextes pour que les choses se mettent au travail. Et donc, à partir de là, on expérimente, on copie, c'est très intéressant le copiage, de voir finalement, d'ailleurs c'est très commun quand on est en peinture, c'est beaucoup plus décrié en littérature, mais quand on a un passage par exemple un paragraphe de Voyage au bout de la nuit, si je vous le donne là, vous allez tous le pasticher assez facilement, avec votre propre imaginaire, avec votre propre histoire même, mais retrouver finalement la tonalité, ce sera très simple. Si je vous donne un paragraphe du Petit Prince et que je vous demande de le pasticher, ça va être très difficile. Et donc ça, c'est intéressant de se confronter à ça. Il y a même un Américain qui s'appelle, j'ai pas noté son nom et j'oublie son nom maintenant, bref, ça me reviendra, qui lui fait simplement recopier des bouts de paragraphes à ses étudiants, et en disant simplement la mise en page, le stylo, les sauts de page, tout ça, c'est chaque fois une réappropriation des choses. Et donc l'idée, c'est de se frotter à toutes ces choses-là pour petit à petit se dire, ça je prends,
ça je prends pas. Avec ça, je me sens à l'aise. Avec ça, je me sens pas à l'aise. Et avec cette idée aussi qu'on travaille je regarde l'heure aussi, on travaille en connaissance de cause. Et c'est le plus compliqué, c'est ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'écriture d'une façon un peu autiste, en se disant il n'y avait rien avant moi, il n'y aura rien après moi, seul compte ce que moi je vais faire. Alors qu'il n'y a rien pour moi de plus intéressant que la lecture utile au moment où on lit. Et à ce moment-là, on lit utile et on vient en permanence nourrir sa pensée, sa réflexion et son écriture, mais pile poil dans l'axe qu'on travaille, et pas une littérature de divertissement. Donc, quel écrivain n'a pas été au préalable un lecteur assidu? N'aime-t-on pas les livres avant d'aimer la littérature? Et donc, évidemment, tous les grands textes et tous les contextes jouent un rôle essentiel dans l'émergence d'une voix. Donc, pour écrire, il est indispensable d'apprendre à entendre, d'affiner son oreille. C'est une étape essentielle puisque souvent, l'auteur, le lecteur et le critique se révèlent être une seule et même personne. Alors une fois qu'on se lance là, une fois qu'on a un petit peu enlevé tous les a priori, il y a, pour moi, il y a 3 questions fondamentales qui vont se poser. La première, c'est la question du quoi écrire. Qu'est-ce qu'on va écrire? Quel est vraiment notre sujet brûlant? Et donc la réponse que moi je fais en atelier dans un premier temps, c'est de mettre de côté justement cette question-là. C'est cette phrase de Proust, ces rêves m'avertissaient que si je voulais commencer à écrire, si je voulais être un écrivain, il était temps de me demander ce que j'allais écrire. Donc moi je pense que cette question du quoi écrire, dans un premier temps, elle doit être mise de côté parce que elle va petit à petit émerger, mais c'est pas le sujet, je pense, qui fait le livre, même si aujourd'hui la réalité éditoriale mise beaucoup plus sur des sujets que sur des textes. Mais moi, je crois que c'est vraiment les textes qui amènent l'écriture. Donc, dans un premier temps, pour se mettre au travail, on désacralise l'écriture et on utilise vraiment toutes ces consignes. Je vous en donnerai une série tout à l'heure pour se mettre au travail. La deuxième question, c'est sous quelle forme écrire. Et donc là, on revient à ce que je vous disais, est-ce qu'on peut écrire comme Balzac aujourd'hui? Une fois que Virginie Despentes a écrit à sa façon, est-ce que c'est intéressant de continuer à reprendre cet exercice-là? Aujourd'hui, les maisons d'édition sont très attentives aux jeunes premiers romans issus justement de Lacan, de Cergy, de Paris-Mythe, donc de ces écoles d'écriture. Moi, pour les côtoyer beaucoup, et il y a vraiment des choses formidables qui sortent de là. Il y a une énergie, une audace, enfin, c'est neuf, c'est vraiment super. Mais il n'empêche que quand j'ouvre un livre, il y en a un qui est sorti chez Minuit récemment, je ne dois pas aller à la 4e de couverture que je sais déjà que c'est un étudiant qui sort de ce genre d'écriture, parce qu'il y a une espèce et de formatage et d'intérêt qui sont les mêmes. Donc voilà, donc ça c'est la question. Je pense que par exemple, Zweig, qui fait partie du pourcentage de ceux qui sont passés de l'autre côté, c'est une question qu'il s'est posée. Et enfin, pour se dire comment écrire, eh bien donc c'est des séries d'exercices que je propose pour essayer de faire rentrer, alors pas des séries sur comment construire un personnage ou des choses comme ça, mais beaucoup plus humble en fait comme proposition d'écriture. Comment est-ce qu'on crée de la durée dans un texte? Comment est-ce qu'on finalement on rajoute des éléments pour étirer le temps, pour faire éprouver les choses? Comment au contraire on essaie d'accélérer en enlevant des mots? Et donc toute la pratique de cet atelier-là, c'est vraiment revenir à des fondamentaux très très simples, de jamais être dans le discours de ce qu'on veut écrire ou de l'intention, mais être vraiment dans ce travail. Elle avait l'air mystérieuse, ok, c'est quoi mystérieuse? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et toujours avec cette idée aussi que la première idée, elle est la plus commune. Si on est autour de cette table et qu'on doit décrire la table, les premières idées qui nous viendront seront celles qui seront le plus partagées entre nous. Donc c'est toujours vraiment aller chercher sa propre singularité et avec des choses extrêmement ancrées dans le texte. Et parce que l'écriture, c'est vraiment de l'écriture romanesque, c'est vraiment de l'ancrage. Et donc comment aller vraiment ancré. Et alors il se trouve que plus le cahier de charge est rempli, en fait plus il y a de liberté, ce qui est absolument, voilà, j'ai pas l'explication, mais il se trouve que plus il y a des consignes, plus je vais donner les mêmes consignes aux mêmes personnes et plus ça fera des textes différents à la fin, parce que la consigne justement crée
cet espace dans lequel il y a toujours la brèche qui fait qu'à partir de là, les gens vont se lancer. Et évidemment, les consignes ne sont là que pour être dépassées ou transgressées. Et donc, ce qu'on va faire essentiellement dans les ateliers d'écriture, ce que je fais, j'accélère parce que je croyais que j'avais pas beaucoup et j'ai beaucoup. Et donc, ce qu'on fait essentiellement dans les ateliers, c'est une fois qu'on a identifié toutes ces problématiques-là, je dis toujours dans les ateliers et sans doute dans les livres, les questions posées sont plus intéressantes que les réponses. Quand il y a trop de réponses dans un livre, ça devient, mon point de vue, plus problématique. Donc, ce qu'on se fait, ce qu'on se constitue, c'est une trousse à outils, réellement. Une trousse à outils de texte, une trousse à outils d'exercice, une trousse à outils de choses. Souvent, on va faire un texte et sur le texte, des textes prétextes. Et puis on va remarquer une chose, comme par exemple, tiens, les éditeurs, ils détestent les adverbes, et pourtant dans une phrase, quand il y a un adverbe qui est mis au bon moment, eh bien vraiment ça ne sonne pas du tout pareil. Et on fait comme ça des expérimentations in situ, qui sont vraiment passées par le corps, puisqu'on a nous-mêmes écrit. Et avec ça, c'est pas, voilà, c'est comme l'écriture globale et l'écriture. À un moment donné, il y a quelque chose qui se constitue et qui fait qu'à un moment donné, moi, je le sens, les étudiants le sentent, à un moment donné, il faut faire silence et on s'arrête et quelque chose s'est mis en place. Alors, ça ne veut pas dire que derrière ça, ils arriveront au bout d'un livre, ça ne veut pas dire que le livre sera réussi ou pas réussi, et là encore, c'est quoi les critères, etc. Mais en tout cas, c'est donner tous les éléments pour qu'ils se mettent au travail et pour qu'ils n'aillent pas faire fausse route. La fausse route la plus communément répandue, c'est écrire comme on pense qu'il faut écrire et prendre directement le surmoi d'écrivain parce qu'on a envie d'écrire et qu'en une fois, du coup, ça devient plus pompeux ou on va mettre du passé simple. Enfin, il y a ce côté rédaction, formatage, et donc c'est essayer vraiment de casser tout ça pour aller dans quelque chose de complètement abandonné. Alors, ce n'est pas que de l'abandon et ce n'est pas que l'intuition. C'est trouver cet état d'esprit-là et l'écriture se fait toujours, je pense, en deux temps. J'aime beaucoup le titre de Toussaint, justement, l'urgence et la patience. Il y a un moment d'urgence où, justement, on essaye de baisser les armes et de laisser les choses sortir. Et puis, il y a ce moment de patience où on reprend ce qui est arrivé et puis on commence vraiment à travailler. Parce que l'écriture, c'est aussi beaucoup de plomberie. C'est beaucoup c'est très homéopathique, mais c'est ces ajustements-là. Et donc voilà, donc les ateliers d'écriture essayent d'expérimenter ça avec, je redis, quelque chose de... Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas des discours, c'est pas des discours extrêmement brillants, on n'est pas... Il n'y a pas d'esbrouf, c'est très humble, c'est très artisanal, et petit à petit, les choses se font. En tout cas, il y a une nécessité qui se met en place et les participants ou les étudiants se mettent au travail. Après, effectivement, les autres, certains iront au bout, d'autres abandonneront, mais des livres paraissent. Voilà. Et alors, j'ai été très longue. Hein. Et alors, il y avait une deuxième partie, peut-être qu'une autre fois j'en parlerai, qui était de se dire, tiens, comment ça se passe quand on écrit avec des personnes en psychiatrie. Et l'idée n'était pas ici de parler de cette expérience-là, mais vraiment de parler de cette expérience-là d'un point de vue technique. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire là-bas, c'est vraiment travailler l'écriture comme un endroit pour apprivoiser ses imaginaires. Et donc avec des consignes justement et avec beaucoup de choses très corsetées, essayer de chaque fois faire dérailler la chose pour qu'en une fois émergent des textes de plus en plus longs, des textes plus drôles, des textes beaucoup moins conventionnels, des textes beaucoup moins contrôlés. Et à partir de ces premiers jets-là, se dire, ok, voilà, ce premier paragraphe, il vous a échappé, il est là. Eh bien, on va en faire un deuxième. La meilleure façon de faire un deuxième paragraphe, c'est de prendre une phrase du premier et de recommencer. Il n'y a pas une ambition là de publication, mais on prend une phrase essentielle, une phrase où on voit bien qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. On recopie cette première phrase et on repart. Et donc petit à petit, ces personnes-là qui sont quand même extrêmement déstructurées, eh bien, petit à petit, ils arrivent à construire quelque chose parce qu'en plus, il y a toujours cette idée aussi qui vient du formatage qu'un texte de littérature, c'est un texte où tous les wagons doivent être attachés ensemble, alors que pas du tout. Comme au cinéma, les cuts fonctionnent très bien,
déposer quelque chose et puis reprendre cette même chose mais à partir d'un point de vue différent ou dans une autre temporalité ou sur un autre, avec un autre personnage. On peut écrire quelque chose d'extrêmement intime et puis après, pour ne pas rester dans cette relation-là avec la question très très intime, eh bien, on peut endosser cet extrait-là plus intime, le faire endosser à un personnage purement fictionnel. Enfin, c'est vraiment un Lego qui se construit avec évidemment des pièces qui appartiennent aux uns et aux autres, avec des pièces qui sont issues. D'ailleurs, une des choses que je fais très souvent, par exemple, dans ces ateliers de psychiatrie, c'est que je vais demander au voisin de dire une phrase dans l'oreille de l'autre. Il va partir à partir de cette phrase-là. Et j'aime bien ça parce que le côté un peu trop aléatoire, on ne joue pas. On travaille quand même, on ne joue pas. Mais si ça répond à la nécessité de l'un, donc qui lui a eu cette phrase-là, qu'il est venu et que l'autre travaille avec ça, enfin voilà, c'est toujours essayer de créer des formes de distance et d'enchâssement de texte dans l'autre pour que petit à petit, espèce de chenille comme ça qui se déroule et qui s'étend. Je voulais vous lire un petit extrait de La Voix des sourds, mais voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses et que ce ne sera pas la peine. C'était des cas très... pour une prochaine fois, voilà. C'était des cas très pratiques, c'était vraiment essayer de raconter tout ça. Mais voilà, c'est essayer en tout cas de partager avec vous comment des textes peuvent naître avec des intentionnalités complètement différentes, avec à la fois quelque chose d'une vraie tension, parce qu'il y a une vraie envie que cette chose-là très, très, très obscure prenne forme, et puis il y a la confiance, le plaisir, parfois le partage avec les autres qui se mettent en place. Alors je suis bien consciente que le pourcentage de Zweig est sans doute très faible, même avec de Zweig est sans doute très faible, et en même temps, il y a une connexion, il y a une intimité, il y a une vérité des textes et une vérité de l'écoute des textes des autres qui se mettent en place. Et après, la possibilité et le plaisir aussi de voir des voix vraiment qui émergent. Parfois, elles émergent avec nous, parfois elles émergent contre nous, parce que comme il n'y a pas de formule, on se trompe aussi souvent et il n'y a rien de plus agréable justement que d'avoir tort face à quelqu'un qui dit non mais c'est ça, et on dit non tu vas pas y arriver, tu te trompes, non mais c'est ça, et puis c'est lui qui a raison, et là voilà, on se dit ben, il y a des choses qui... Et probablement que sans la confrontation, l'autre n'arriverait pas à cet endroit-là. Donc voilà, c'était ça que je voulais, toute modestie, partager avec vous.